Bonjour à toutes et tous. Vous êtes déjà très nombreux connectés pour ce deuxième webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'expérience patient. On se laisse encore une minute si vous en êtes d'accord et puis nous allons débuter cette deuxième séquence consacrée aux outils et méthodes du recueil de l'expérience patient. Bon, j'ai le plaisir pour la deuxième fois de vous souhaiter la bienvenue dans cette première édition de la semaine de l'expérience patient de l'exploitation privée que la FHP organise. Cette semaine, elle a en réalité débuté déjà hier avec l'organisation d'un premier webinaire qui a posé les notions de l'expérience patiente, ses enjeux et ses valeurs ajoutées pour les patients, pour les professionnels, pour les établissements et l'institution. Nous sommes donc dans cette deuxième séquence de cette semaine qui aura son terme donc vendredi avec le dernier webinaire. On a le plaisir d'avoir 1200, un peu plus de 1200 inscrits sur la séquence remercier chacun d'entre vous de cet intérêt, de cette mobilisation pour cette semaine. Alors, notre webinaire du jour sera consacré, comme le disait Marie-Claire, aux outils et méthodes à disposition pour prendre en compte la voix du patient. Et je veux d'ores et déjà remercier nos 5 intervenants du jour pour leur partage. Donc, merci à eux. Alors, maintenant, comme on sait que certains d'entre vous n'étaient pas connectés hier, et d'ailleurs, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on a les noms, on va néanmoins pouvoir peut-être reposer un petit peu cette semaine d'expérience patient dans la stratégie qui est celle de la FHP, puisque c'est une composante pleine et entière du plan stratégique 2023-2026 de la fédération, mais également c'est un item important de sa raison d'être. Vous savez qu'on s'est soumis à la loi Pacte volontairement, et parmi nos engagements et objectifs opérationnels, l'implication des patients en tant qu'acteurs de leur parcours de soins a été retenue et même était un axe très fort effectivement de notre engagement. Et par ailleurs, et de manière très connexe, comme je le rappelais hier, nous sommes intimement convaincus de l'intérêt d'intégrer le recueil et l'analyse de l'expérience patient dans la stratégie des établissements, parce que c'est une démarche qui est à la fois structurante, différenciante, mais aussi gage de transformation et d'amélioration des pratiques et de la pertinence du service rendu aux patients. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, mais quand même rappeler que l'HAS a renforcé ses attendus sur l'expérience patient dans le cadre de sa 6e cycle, c'est la nouvelle itération de la certification des établissements de santé, avec notamment un critère impératif, un critère avancé et 4 critères standards. J'y reviendrai pas puisque ça a été évoqué hier, mais c'est un axe relativement fort d'un renforcement de cette notion d'expérience patient dans laquelle on vient également s'inscrire. Pour autant, on ne souhaite pas effectivement pouvoir positionner cette expérience patient comme une obligation, mais plutôt comme un vecteur d'opportunité. Et en ce sens, cette expérience, cette semaine de l'expérimentation, pardon, pour nous, a un objectif qui est de vous accompagner de manière pragmatique dans l'intégration d'une démarche d'expérience patient et donc de créer un effet d'entraînement au sein du secteur par justement des séquences de partage de connaissances, de méthodes, d'outils, ça sera notamment le sujet d'aujourd'hui, mais également de réussite dans le secteur. Euh, alors, cette semaine, elle a aussi un autre objectif qui est celui de fédérer en fait les parties prenantes au sein de nos établissements autour de cette démarche. Et à ce titre, petit clin d'œil très appuyé, bien sûr, pour nos équipes, différentes équipes de direction, les professionnels, l'ensemble des professionnels de nos établissements de santé, mais également nos représentants des usagers, aux membres de la CDU, aux patients partenaires qui œuvrent au quotidien pour prendre soin des patients et de leurs proches. Très honnêtement, et si vous le permettez, je souhaite un tout petit peu sortir de cette introduction un peu formelle pour vous partager un sentiment profond, parce qu'au-delà des outils qui seront évoqués notamment aujourd'hui, l'expérience patient est un sujet de gouvernance. Et au-delà des équipes des établissements qui ont cet engagement dans leur quotidien, il est important, valorisant, de s'appuyer sur les forces vives investies dans l'établissement, et en l'espèce et en l'occurrence, et en premier lieu, les représentants des usagers, les CDU, les patients partenaires, auxquels je vais adresser une pensée toute particulière aujourd'hui. Ceci étant fait, Marie-Claire, j'espère que tu as pu retrouver ta connexion et te retrouver en animation du webinaire. Un grand merci Bertrand pour ces propos introductifs. On est effectivement ravis de vous retrouver
pour ce deuxième webinaire de notre semaine de l'expérience patient. On est très heureux hein, de vous retrouver très nombreux. Vous êtes plus de 1200 inscrits au total hein, dans le cadre de cette semaine de l'expérience patient et ça montre bien tout l'engagement du secteur et tout l'intérêt que porte le secteur effectivement à cette démarche de recueil et d'analyse de l'expérience patient. Sans plus attendre, nous allons débuter effectivement ce webinaire. Je remercie les intervenants du jour et je vais donner la parole à Valentin Simon. Valentin, vous êtes directeur du pôle performance des prises en charge et parcours sanitaires à la NAP. Et vous avez accepté d'intervenir à ce webinaire FHP pour évoquer effectivement ce que recouvre la notion de recueil de l'expérience patient, mais aussi pour présenter ce travail que vous avez mené au sein de la NAP d'analyse, en tout cas d'identification des quatre grandes familles de méthodes et d'outils de recueil de l'expérience patient. Et je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci. Je vais partager mon écran. Si quelqu'un peut m'indiquer si il est visible pour tous, je l'ai mis en Oui, grand il est écran. visible. Valentin, il est visible, effectivement. Voilà. Alors, non, Parfait. là, Là, on est par contre, en. il est en mode présentation, donc Voilà. Ah, alors, attendez. Je pense que c'est là. oui, Masquer le c'est mode ça. présentateur. C'est bon ou pas? C'est en cours, Là, et si vous pouvez mettre en diapo, ce serait idéal. en plein écran. Prendre le diaporama. Mais sinon, on voit très bien. Par défaut, ça passe, Valentin. Ouais, ok, bon, je vais agrandir un petit peu pour être certain que vous voyez bien. Donc, merci pour cette invitation pour parler des quatre grandes familles de méthodes pour recueillir l'expérience patient. Donc, je suis effectivement directeur du pôle sanitaire à l'ANAP. En quelques mots, l'ANAP, c'est donc l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. On est là, on est une agence nationale publique qui travaille avec et pour les hospitaliers, qu'ils soient du secteur public ou évidemment privé. Et on a trois méthodes d'apport à destination des professionnels: produire des contenus opérationnels, mettre en réseau et intervenir sur le terrain. Tout d'abord, produire des contenus opérationnels, et ça va être l'objet des productions dont je vais pouvoir vous parler dans quelques instants. L'idée, c'est de produire des contenus à destination des professionnels, des outils et publications qui se veulent synthétiques, opérationnels et techniques. Également un volet de mise en réseau, puisque l'enjeu est là de rassembler les professionnels de terrain autour de leurs enjeux du quotidien afin de bâtir sur les réussites des uns et des autres. Donc la NAP a aussi ce rôle de diffusion des bonnes pratiques qui existent sur le terrain. Et les productions que je vais vous présenter sont issues de travaux de groupes qui ont mobilisé des acteurs publics et privés qui travaillent au quotidien sur la thématique de l'expérience patient. Enfin, la NAP, c'est aussi l'intervention sur le terrain, sur de nombreuses thématiques, et notamment l'expérience patient, où, à l'occasion d'appuis terrain individuels ou d'appuis collectifs, la NAP peut permettre aux établissements de les accompagner sur une problématique qu'ils rencontrent et pour lesquelles ils souhaitent un accompagnement par les pairs, puisque c'est le mode de fonctionnement de l'agence. Ce sont des experts professionnels du terrain que l'on mobilise dans le cadre de nos missions. Ceci étant dit, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, recueillir l'expérience patient, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? L'expérience patient n'est pas un indicateur qui se mesure, c'est une perspective qui s'étudie et qui est composée de nombreuses facettes. Comprendre les vécus des personnes, c'est donc s'intéresser à différents aspects de leur expérience, et il importe de prendre en compte toutes les facettes. L'expérience patience va se composer d'aspects objectifs tels que le temps d'attente, également d'aspects subjectifs tels que les émotions ressenties face à une situation. Lorsqu'une information est factuelle, mesurable ou observable, on va alors parler de dimension objective. On peut penser par exemple à l'utilité, ce qui est proposé au patient tout au long de son parcours répond à ses besoins. Exemple, il a un paravent pour se déshabiller. Donc ça, c'est une mesure objective. Accessibilité, de la même manière, une rampe d'accès qui permet de franchir les marches du hall d'accueil. Ça, c'est mesurable de façon objective. En revanche, lorsqu'une information dépend d'une interprétation personnelle, il s'agit alors d'une dimension subjective.
On peut penser aux émotions, donc les sentiments que provoque une situation. Le patient se demande s'il aura une piqûre parce qu'il a peur des aiguilles. Ou bien encore au niveau des aspirations, ça va être les sentiments qui poussent le patient à agir. Et là, par exemple, il veut obtenir une meilleure situation puisqu'il souhaite sortir de l'hôpital avant Noël. Enfin, on peut également penser au lien social, toujours dans le domaine de la subjectivité, puisque c'est comment le patient se sent vis-à-vis des autres. Et par exemple, s'il ne comprend pas les termes trop techniques qui lui sont délivrés au cours de son parcours, il peut se sentir mis de côté. Donc, tous ces aspects vont constituer l'expérience patient, et c'est pourquoi on ne peut pas se contenter de mesurer des taux de satisfaction ou de demander aux patients s'ils sont satisfaits ou contents. Aussi, il est important de mobiliser des méthodes variées et complémentaires pour éviter les angles morts. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons identifié 4 familles de recueils de l'expérience patient. Donc, ces 4 familles de recueils vont être soit en contact direct avec le patient, soit en contact indirect avec le patient. Donc, tout d'abord, dans les recueils qui vont être en contact direct avec le patient, on a les observations. Donc, les observations permettent de constater objectivement les comportements, qu'ils soient conscients ou non, individuels ou collectifs. Ces observations peuvent se faire de plusieurs manières selon le contexte et ce que l'on cherche à comprendre. Par exemple, en observant une personne que l'on suit, on va alors parler de shadowing. En observant un lieu, fly on the wall ou observation muette, ou bien encore à travers une observation. Donc ça, c'est quelque chose qui est davantage connu, qui correspond peu ou prou à un vie-ma-vie que l'on peut réaliser dans le cadre de l'observation de l'expérience patient et du recueil de l'expérience patient. Ensuite, on va avoir une deuxième famille qui, elle, qu'on a dénommée entretien, qui permettent de décrypter le vécu en permettant aux personnes d'expliquer et de partager leurs perceptions. Donc ça peut se faire de façon ouverte, on va parler d'entretien semi-directif, de façon fermée, donc avec des entretiens directifs où on répond par oui ou non à des questions. En groupe également, ça peut avoir son intérêt dans le cadre de différentes situations. Donc on va faire un focus group, ou bien encore en mixant ces différents modes d'entretien, en les réalisant dans le lieu concerné et donc en contexte. Ensuite, on a les recueils de l'expérience patient qui sont en contact indirect avec le patient. Donc là, on peut penser à l'autodocumentation, donc les documentations personnelles, qui, elles, permettent de capter des vécus via des supports de médiation, comme des journaux de bord, par exemple, ou des supports, donc questionnaires que l'on peut laisser à remplir dans des lieux clés, où là, le patient va pouvoir renseigner son ressenti à un point clé du parcours de prise en charge. Enfin, la collecte de données, elle, permet d'identifier des indices de sujets à creuser ou par ailleurs de pondérer des constats qui ont pu être faits dans les différents types de recueils que je vous ai présentés jusqu'alors. Donc là, il peut s'agir des questionnaires que l'on connaît tous, hein, tels que les PRUMS, les PROMS ou les questionnaires ISATIS, mais aussi de données de fonctionnement qui ont leur intérêt, par exemple le taux d'occupation, les temps d'attente évidemment, ou bien encore la fréquence de sollicitation des professionnels de santé à un instant précis du parcours. Alors pour illustrer ces 4 familles, on peut par exemple prendre une question de départ. Quelle place prend l'anxiété dans l'amont du parcours de chirurgie ambulatoire? Si on analyse des données, on peut faire un questionnaire quantitatif qui nous permettra d'apprendre que l'anxiété est plus ou moins importante dans les heures qui précèdent l'admission. Si on mène des observations, en suivant l'admission de quelques patients via shadowing, donc, on peut apprendre que l'anxiété se manifeste via une augmentation des questions posées aux professionnels, ce qui donc va davantage mobiliser et solliciter les professionnels de santé. Si on mène des entretiens semi-directifs en l'espèce, on peut apprendre que ce qui provoque cette anxiété, ça va être la peur de mal être préparé et donc de nuire aux soins. Tout ceci sont des exemples plus ou moins crédibles, hein, mais qui ont pu être observés dans certaines situations.
Enfin, si on propose une documentation personnelle, comme un journal de bord par exemple, on peut découvrir que l'anxiété commence bien avant l'arrivée du patient au sein de la clinique et s'intensifie au moment de se mettre en tenue. Enfin, la dernière étape consiste à mettre en forme tous les enseignements que l'on a pu récupérer à travers ces différents recueils. L'objectif est évidemment de rendre vos enseignements exploitables pour l'équipe projet qui va s'en saisir. Et donc sur ce point, plusieurs manières de transmettre les recherches sont possibles et combinables. On peut le penser sous forme de récits, donc sous forme de livrets ou audio par exemple, pour transmettre les récits emblématiques. On peut également penser à une cartographie d'un lieu qui indiquerait des zones de difficulté ou une représentation métaphorique d'un panel de constats. On peut également le concevoir sous forme de parcours pour représenter le parcours du patient et indiquer dans celui-ci les aspects positifs et négatifs qui ont été identifiés dans le cadre du recueil de l'expérience patient. On peut également le faire sous forme de persona à travers l'identification des différentes typologies de personnes concernées et leurs caractéristiques, ou encore à travers des verbatims avec la mise en forme de citations très visibles permettant d'identifier les différents aspects du recueil de l'expérience patient. En conclusion, ces familles sont en quelque sorte des façons différentes de regarder une même situation pour prendre en compte certains aspects. Et aussi, il est important pour limiter les biais, d'utiliser et de combiner plusieurs méthodes et également de choisir l'outil adapté, puisqu'en fonction des situations, ce ne sera pas les mêmes outils qu'on mobilisera, afin de creuser le questionnement que l'on a au sein d'un service ou d'un parcours patient, par exemple. En conclusion, je voulais vous présenter les différentes productions dont je vous ai fait une présentation rapide dans le temps qui m'a été imparti. Ce sont trois livrets qui permettent de construire cette démarche de recueil de l'expérience patient à travers la compréhension de la démarche, également les méthodes pour recueillir. Donc là, c'est le point plus spécifique qu'on a abordé aujourd'hui. Et enfin, les méthodes pour co-construire avec le patient qui sont également déclinées dans le troisième livret. Nous disposons également d'une boîte à outils sur une plateforme dédiée qui permet, à travers des exemples très concrets, donc la mise à disposition d'exemples de grilles d'entretien directifs ou semi-directifs, une boîte à outils pour collaborer avec les patients et les professionnels. Et enfin, sur la page YouTube de la NAP, la mise à disposition de tutos vidéo qui vont un peu plus loin que ce que je vous ai présenté et qui expliquent à travers des capsules vidéo de quelques minutes les différents aspects du recueil de l'expérience patient. Vous dire également que nous avons un appui collectif dédié à l'expérience patient, au sein duquel participent différents établissements de la FHP, où ont pu être abordées différentes thématiques, le volet de l'ambulatoire, la signalétique, ou bien encore les salles d'attente aux urgences. Je vous remercie. Un grand merci, Valentin Simon, pour avoir relevé le défi de présenter effectivement à l'ensemble des participants les quatre grandes familles de méthodes de recueil de l'expérience patient en 15 minutes et s'adresse finalement l'enjeu du jour. Et c'est vrai que l'exemple que vous avez donné sur l'anxiété des patients en chirurgie ambulatoire, je trouve est très éclairant parce qu'en fait, il illustre très bien la complémentarité des méthodes quand on souhaite recueillir et analyser l'expérience patient. Et c'est ce que je vous propose désormais d'explorer ensemble. C'est ces méthodes, effectivement, présentées par Valentin Simon, utilisées et déployées au sein des établissements. En tout cas, on souhaite que ces outils puissent être développés, déployés. On
on en voit effectivement tout le bénéfice. Et je vais désormais donner la parole à Michèle Lassalle, qui est directrice de l'HAD Orléans-Montargis du groupe LNA Santé, ainsi que Marie de Carnin, qui est responsable qualité et référente expérience patient. Et vous allez nous présenter effectivement la conduite des entretiens au sein d'un établissement HAD. C'est à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Du coup, on va vous partager un petit diapo. Tac. Tac, tac, tac. Ça va fonctionner. Hop. On ne retrouve pas. Excusez-nous. Hop là, il est ici, c'est bon. Voilà. Du coup, je vais vous présenter tout d'abord l'HAD LNA du Loiret. Donc, si on peut passer la diapo d'après. Voilà. Donc, en fait, l'hospitalisation à domicile, c'est donc un établissement de santé à part entière. On est soumis à la même réglementation que les autres établissements, dont la certification et donc, effectivement, le souci de l'expérience patient. Alors, en HAD, on trouve des soins médicaux et paramédicaux particulièrement denses, en fait. Et l'activité que nous prenons en charge, des activités polyvalentes avec des soins palliatifs, des pansements complexes, de la rééducation, mais aussi des soins techniques du type des transfusions sanguines, de la chimiothérapie. Donc, un panel de prise en charge complètement hospitalière. Alors, notre territoire est comporté, vous voyez sur la carte, d'un département et nous avons aujourd'hui à peu près 280 patients pris en charge sur 2 sites, le site d'Orléans et le site de Montargis. Les missions de l'HAD, juste pour les reprendre, sont de 2 ordres. En fait, c'est de réduire les durées de séjour en établissement de santé. Et là, on est donc dans le cadre des admissions depuis les structures hospitalières conventionnelles. Et l'autre mission est donc de proposer aux patients une alternative à l'hospitalisation conventionnelle en évitant ou en retardant l'hospitalisation en structure hospitalière. Et là, on s'adresse à des admissions qui proviennent plutôt du domicile ou des établissements médico-sociaux. La particularité de l'HAD et des patients pris en charge en HAD est qu'effectivement, il y a un vrai choix du patient dans rester à domicile ou rentrer plus précocement à domicile. Et donc, le patient est vraiment acteur de son parcours de soins. Et donc, je dirais que c'est un terreau assez propice à mesurer l'expérience patient. Et du coup, je vais donner la main à Marie qui va présenter ce qui est fait sur le Loiret. Voilà, donc on a mis en place notre première campagne expérience patient fin 2024, début 2025. Donc, je vais vous décrire un petit peu les différentes étapes qu'on a pu mettre en place. Donc, la première, ça a été tout d'abord le choix du sujet. Pour ça, donc, ça a été en collaboration avec la direction. On s'est appuyé des FEI et des réclamations rédigées par les patients et les aidants pour déterminer notre sujet. Donc là, pour le coup, c'était le circuit du médicament. Donc, par rapport à ça, ensuite, on avait le choix entre 2 méthodes, comme il a été expliqué tout à l'heure. La méthode de l'entretien en présentiel, ou alors nous avons des collègues qui ont aussi fait sur d'autres établissements des entretiens téléphoniques. Pour nous, la méthode de l'entretien en présentiel était importante car le non-verbal compte énormément aussi, et pour nous, ça nous semblait essentiel de pouvoir les voir de visu au domicile directement du patient. Donc, ensuite, nous avons présenté ce projet aux salariés et aux représentants des usagers parce que effectivement, l'expérience patient, c'est quand même quelque chose qui est neuf dans nos pratiques ou en tout cas plus formalisé. Donc, il fallait vraiment qu'on puisse l'expliquer, l'intérêt de ce projet et de ces nouvelles pratiques en tout cas. Donc ensuite, on a identifié des volontaires pour mener les entretiens. Donc, on avait fait le choix de solliciter tous les professionnels de la structure, hein, autant soignants que personnel du support. Donc, on a formé 5 binômes
Donc, entre autres, l'équipe de l'HAD rééducation avec des kinés, des secrétaires médicales, le directeur qui s'est déplacé également au domicile, moi-même en tant que responsable qualité, et la directrice des missions, avec vraiment des différents regards, et c'est là où ça a été plutôt intéressant. Nous avons 4 salariés qui ont été formés aussi à l'écoute active pour pouvoir mener ces entretiens. Donc ça a été des formations faites en amont par le groupe Elena Santé. Ensuite, on a présenté le projet également aux patients grâce au flyer qu'on a pu vous présenter à côté de la diapositive, où on a expliqué en quoi ça consistait et le thème. Derrière, on avait laissé les coordonnées pour qu'ils puissent nous faire un retour afin de déjà, entre guillemets, filtrer les personnes qui acceptaient de mener ces entretiens. Donc, de ça, on n'a pas eu énormément de retours, mais on a quand même sollicité les personnes qui nous avaient répondu. Voilà. Et ensuite, on a élaboré notre questionnaire avec une infirmière coordinatrice. Alors, le pendant, du coup, on a pris les binômes, on a pris directement rendez-vous avec les patients ou les aidants. Comme ça, le premier lien était déjà établi. Ça peut être aussi, on fait un rapport avec la relation de confiance, hein, donc c'était très intéressant. Ensuite, durant les entretiens, donc on a mené 5 entretiens au domicile au travers de questions ouvertes, et on posait toujours la question d'une notation entre 1 et 10 pour une évaluation plutôt quantitative. Les entretiens ont duré entre 20 minutes et 1h30. Certains patients ou aidants avaient préparé leur entretien, donc c'était plutôt rapide. Et d'autres ont vraiment monopolisé ce temps de parole pour expliquer, comprendre aussi l'organisation qui était, par exemple, sur le circuit du médicament dans notre cas. Donc, ça a été vraiment des gros temps de parole qui étaient très enrichissants. Et de ça, ensuite, l'après-entretien, nous avons retranscrit les entretiens, et de ça, nous avons ressorti les verbatims qui ont permis d'enrichir notre plan d'action sur différents points. C'était assez intéressant puisqu'on a eu aussi des retours auxquels on n'avait pas pensé. Donc, c'était là la richesse aussi de cette expérience patient. Il ne nous reste plus que nous, le retour aux patients qui sera rédigé et envoyé, parce que c'est vrai, le temps de faire toutes ces étapes, et on avait fait le choix de communiquer les résultats de cette expérience patient et ce qu'on a pu en faire. Donc, les points forts, c'est la participation des patients et des familles à l'amélioration des réflexions du process dans l'établissement, à vraiment la vie de l'établissement et pouvoir l'améliorer. Et le recueil du ressenti des patients autour de l'hôpital à domicile, hein, on parle de PREMS aussi. C'est vrai que on va dans leur milieu, dans leur intimité, dans leurs meubles, dans leur vie, et du coup, leur ressenti est encore plus important et encore plus riche. Les points améliorés, c'était la difficulté à se rendre disponible pour aller au domicile des patients. C'est vrai que le faire de manière pluridisciplinaire avec les agendas de chacun, c'était assez complexe de pouvoir jumeler les emplois du temps des uns et des autres. Et il y a eu au départ aussi la méconnaissance du sujet. Donc voilà, là aujourd'hui, notre but, c'est aussi de montrer les liens et ce que ça a apporté, en tout cas lors de cette première expérience patient. Voilà. Donc, comme vient de le présenter Marie, cette première expérience patient concernait donc la mesure du vécu du patient lorsque l'hôpital vient au domicile du patient. Et donc, on a 2 autres projets d'évaluation donc de l'expérience patient qui est en fait, aujourd'hui, on débute le TP pour le patient diabétique. Et donc là, comment on va le faire en distanciel? On va mesurer la satisfaction ou en tout cas le ressenti du patient au travers de cette modalité de distanciel, de formation en distanciel. Et on va aussi travailler à mesurer des indicateurs pour les compétences acquises par le patient de ce parcours. Donc là, on sera plutôt sur des PROMS. Donc ça, c'est le premier développement qu'on est en train de mettre en place. Et le second qu'on va développer, qui est en fait la mesure de l'évaluation du patient
de son expérience sur le déploiement des chimiothérapies à domicile. Alors, bien sûr, on imagine tout de suite le bénéfice d'un traitement fait à domicile pour le patient avec une réduction des transports, moins de fatigue, mais on mesure aussi l'impact d'un traitement réalisé à domicile avec peut-être des points moins positifs qui sont le patient peut avoir moins de relations avec son médecin spécialiste, moins de rencontres de patients qui rencontrent la même problématique de santé. Donc, en fait, l'idée, c'est bien de mesurer le vécu du patient sur le déploiement des différentes spécialités de l'HAD actuellement. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter. Un grand merci, Michel Lassalle et Marie de Carnin, pour cette présentation d'application concrète de la méthode de conduite des entretiens pour recueillir le vécu des patients. Et nous allons désormais explorer la collecte de données via les PREMS et les PROMS. Et pour ce faire, je remercie Pauline Jaouanet, qui est chef de projet à la direction de l'innovation, de la recherche et de la transformation numérique et du département appui à la transformation des organisations en santé à l'ARS Île-de-France. Et Pauline Jaouanet a piloté il y a quelques mois et durant quelques mois l'élaboration d'une note méthodologique visant au déploiement des PREMS et des PROMS. Et c'est une note qui a été présentée en mai dernier dans le cadre du salon Santexpo et qui effectivement avait un périmètre pour les établissements franciliens, mais c'est une note qui évidemment va intéresser l'ensemble des participants du jour. Et donc, je vous laisse la parole, Pauline, pour nous en dire plus. Merci Marie-Claire. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? C'est parfait. Clair? C'est parfait. Parfait, merci. Alors d'abord, oui, cette fois-là, on est sur des outils plutôt quantitatifs de collecte de données que sont les questionnaires PREMS et PROMS. Alors petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire PREMS et PROMS? Vous constaterez qu'il y a quand même la majorité des lettres en commun dans ces deux types de questionnaires. Dans les deux cas, on est sur des Patient Reported Measures. Ça veut dire qu'en fait, on va aller récolter la parole du patient à la source, mais selon des questionnaires, donc un format prédéfini. Alors, ce qui nous a intéressé côté ARS Île-de-France sur ces questionnaires d'expérience patient, c'était que c'était une modalité qui tendait à se développer et qui était un peu à l'interface de différents axes de notre projet régional de santé, notamment l'axe 1 qui s'intéresse au fait d'engager les patients et les usagers dans la démocratie en santé, dans la vie des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et on avait également un axe qui vise à fluidifier les parcours patients. Et pour nous, ce sont des vrais outils qui permettent de se réinterroger sur le parcours. Alors, ces questionnaires, on en a donc deux types. Le PREMS, donc le E pour Experience, on va plutôt aller chercher le vécu subjectif du patient. Comment celui-ci vit son parcours. Et souvent, ce sera un questionnaire qui s'est administré de façon anonyme, plutôt en fin d'hospitalisation ou à la fin d'une consultation. Alors que concernant les prompts, on est sur les outcomes, on va voir comment le patient perçoit les résultats de santé à la fin d'une prise en charge et comment il vit son évolution de qualité de vie dans son ensemble. Alors, par exemple, pour les pathologies chroniques, ça va être comment son traitement, comment il vit sa prise en charge au quotidien de par les soins qui lui sont apportés. Et concernant la chirurgie, ça va être comment le patient perçoit sa récupération à l'issue d'une intervention. Pour nous, on était dans un contexte plutôt favorable puisqu'on a vu l'évolution de l'intérêt des établissements et des équipes de soins sur 5 ans. C'est un sujet qu'on suivait depuis un certain temps. Et notamment via une incitation, Monsieur Sommier en a parlé tout à l'heure de la certification bien sûr V 2020 et qui est encore renforcée en 2025. Les associations de patients manifestent aussi un intérêt croissant sur le sujet. Je pense notamment à France Asso Santé qui a vraiment interpellé les patients pour répondre au questionnaire national ISATIS.
Et on avait également, ça c'est plutôt côté direction de l'innovation, un bon aperçu de l'offre numérique qui est disponible pour recueillir ces fameux questionnaires et ces fameuses réponses patients. Comme je vous le disais, ça faisait un petit moment qu'on s'intéressait sur le sujet, donc on avait un peu de recul, notamment via un certain nombre d'expérimentations lancées via l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, je pense notamment à l'expérimentation épisode de soins chirurgicales, qui s'intéresse à 3 prises en charge, prothèse totale de genou, de hanche et colectomie pour cancer. Et à 2 expérimentations qui vont toucher des professionnels de ville, notamment IPEP et PEPS. L'ARS souhaite aller plus loin dans cette démarche et notamment pouvoir mettre en évidence les usages de ces questionnaires. Parce que c'est ce qui manque un peu à date en France. On a pas mal d'équipes qui se sont lancées, mais il y avait un peu un manque de recul sur en fait à quoi ça sert et comment les équipes s'approprient ces questionnaires. D'où le fait qu'en 2024, on a lancé un appel à projet à l'issue duquel on a sélectionné 4 projets d'établissement qui étaient plutôt matures, qui avaient déjà une première expérience d'administration des questionnaires, pour les accompagner dans le développement des usages. Alors les usages, ça peut être par exemple dans le cadre d'utilisation des questionnaires pour la relation patient-professionnel de santé, ou dans le cadre de développement d'une culture d'équipe autour de cette méthode de recueil de l'expérience patient. L'ensemble de ces travaux nous a permis de travailler sur une capitalisation de la mise en œuvre en mettant en avant, comme le disait Marie-Claire, pas mal d'expériences franciliennes, mais la méthode, elle va bien au-delà. Et du coup, elle se formalise par une note méthodologique d'une 30aine de pages qui illustrait de nombreux exemples. Alors, entre autres, le travail sur la note méthodologique a permis de travailler avec les fédérations sur un process et une estimation un petit peu des durées des différentes phases du process pour mettre en place une démarche d'expérience patient via des questionnaires PREMS et PROMS. D'abord, première phase à ne pas sous-estimer, elle prend du temps. C'est tout ce qui est préparation, comment on va engager les équipes, comment on va inscrire ça dans le projet de l'établissement, dans la stratégie, comment on va aller mobiliser les représentants d'usagers qui sont déjà partie prenante de la vie d'établissement. Donc, il faut compter 5 à 7 mois. Ensuite, on aura une période de test, justement, de ces fameux questionnaires via une solution numérique qu'on aura choisie, pour laquelle il faut compter un minimum 4 mois. Et ensuite, on aura un temps estimé à 2 à 4 mois pour partager les premiers résultats avec les équipes qui sont investies sur ces sujets, parce que s'il n'y a pas de retour auprès des équipes, il n'y aura pas d'appropriation et finalement, on va se retrouver avec des données qui sont sous-exploitées. Et enfin, la dernière phase, qui est celle qu'on vise et sur laquelle on a encore assez peu de retours en France, c'est comment on s'en sert pour mettre en place des actions d'amélioration. Donc, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment un projet à ne pas négliger, qui nécessite une chefferie de projet, d'être bien pensé, formalisé. Et en tout cas, pour les 3 premières phases, d'après les retours d'expérience qu'on a, il faut compter au moins 1 an pour arriver à avoir des premiers résultats. On souhaitait aussi mettre en avant dans cette note méthodologique, c'était qu'est-ce qui fait que ça marche auprès des équipes, que la dynamique s'installe et que ça leur donne envie d'aller plus loin. Alors déjà, l'impulsion, elle doit vraiment venir d'équipes de soins, de professionnels de santé qui ont envie de se lancer, qui ont repéré des étapes du parcours peut-être qui se passent un petit peu moins bien et qui se disent on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des patients, quel est le vécu à ce moment du parcours. Donc ça va être à eux d'aller ensuite justement flécher les étapes du parcours qui les intéressent et d'aller chercher des questionnaires potentiellement existants et qui ont été validés. Parce que, en fait, utiliser un questionnaire validé scientifiquement qui a suivi des étapes où on a testé le vocabulaire, la compréhension du patient, la reproductibilité des résultats, c'est pas la même chose que d'élaborer un questionnaire sur un coin de table. C'est bien aussi, mais disons que c'est pas la même vocation. Là, on est plutôt sur des questionnaires standardisés. Ces équipes de soins auront vraiment besoin du soutien de la direction pour lancer le projet. Si ça ne s'inscrit pas dans la démarche d'établissement, on va rester sur un projet qui va peut-être se cantonner à un service, mais qui va avoir du mal après à faire boule de neige et à s'inscrire dans la politique qualité de l'établissement.
Pour lancer ce type de projet aussi, aujourd'hui, on voit que l'expérience patient, elle est vraiment très large, qu'elle va mobiliser des représentants d'usagers, des patients ou des parents partenaires ou des pères aidants. Et il faut vraiment s'appuyer sur eux et sur ce qu'ils ont envie de faire pour lancer ce type de démarche. Ce qui est également important, c'est de pouvoir, en ayant le soutien de la direction, c'est de pouvoir après avoir une estimation des ressources humaines et technologiques nécessaires. Alors notamment côté humain, c'est vraiment ne pas sous-estimer la chefferie de projet. De se dire aussi que sûrement il faudra un professionnel, alors santé ou support, pour accompagner le patient à se connecter à l'outil numérique, parce que c'est vraiment plus simple si on peut suivre les réponses par une solution numérique. C'est également se dire qu'après, il faut avoir du temps pour analyser les résultats, que ce soit à l'échelle du patient ou après à l'échelle des résultats agrégés d'un service de soins. Petit focus justement sur les solutions numériques parce que c'est vraiment facilitant pour exploiter les résultats de ces questionnaires. Aujourd'hui, ce qu'on a pu identifier dans le cadre du partage d'expériences en Île-de-France, principalement, c'est des outils de type portail patient qui servent à d'autres usages aujourd'hui pour les patients, notamment pour s'enregistrer, pour prendre rendez-vous en ligne, pour avoir les résultats de ces consultations, encore sur la téléconsultation. Autre type d'outils, des formulaires qui ont pu être intégrés dans le dossier patient informatisé et qui euh, ensuite sont reportés par les professionnels directement dans le DPI. Et enfin, on a aussi des fois des outils dédiés, mais la point de vigilance, parce que si on a un outil dédié pour chaque pathologie, on va se retrouver avec une multitude d'outils et du coup, après, des difficultés d'interopérabilité. Quand vous êtes amené à choisir votre outil, on vous conseille vraiment de vous poser la question en termes de conformité réglementaire, de normes de sécurité. Donc, allez dialoguer avec votre service de système d'information, de ne pas oublier de penser d'emblée à la gestion des données. Est-ce que des tableaux de bord vont être intégrés ou vous permettre de récupérer facilement vos résultats? L'interopérabilité, j'en ai déjà parlé, et de se poser également la question de l'accessibilité aux patients. Est-ce que l'outil il est facile en termes de prise en main? Est-ce que le patient reçoit un mail, un SMS? Est-ce qu'il y a plusieurs langues de disponibles pour permettre à votre patientèle de répondre dans la langue qui leur convient? Et enfin, pour terminer, un facteur clé de succès, on en a déjà un peu parlé, bien sûr, c'est vraiment d'inciter les patients à répondre, déjà en s'appuyant, comme je vous l'ai dit, sur ce qui existe en termes de démocratie en santé, de bien penser les supports, donc d'intégrer les utilisateurs dans la conception des supports pour s'assurer que le vocabulaire il soit accessible, compréhensible, que le message il soit porté à la fois oralement par les équipes de soins, mais par des supports écrits. Et également ensuite de veiller à faire un retour aux patients de ces questionnaires, de vraiment bien expliquer en quoi ça a permis d'améliorer soit leur propre prise en charge, soit la prise en charge de l'ensemble des patients d'un service. Merci beaucoup. Et juste en exemple ci-dessous, vous avez justement un travail élaboré par des cliniques du groupe Ramsay qui montre le positionnement des questionnaires à différentes étapes du parcours patient pour que le patient ait bien en tête à quel moment on va l'interroger. Un grand merci, Pauline Jaouanet, pour cette présentation. Et vraiment, je vous invite, j'ai mis le lien de la note méthodologique réalisée par l'ARS Île-de-France. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance et à la travailler parce qu'effectivement, on a souvent des questions sur comment on déploie ces PREMS et ces PROMS et vous allez y trouver bon nombre de réponses. Je vais désormais donner la parole à la clinique Axiom du groupe Alma Viva Santé et à son équipe qualité qui est représentée cet après-midi par Alioune Badara Seyé, assistant qualité, et je le remercie pour son intervention. Et Alioune, vous allez nous parler d'une troisième méthode qui est celle des observations que vous avez déployées, avec notamment la mise en place de la démarche empathie. Je vous laisse la parole. Et je salue bien Merci, sûr Xavier Beltrando du groupe Almaviva Santé qui est là aussi en appui. merci. Donc, bonjour à tous. Alioune Badara Seye, chargé de mission qualité de la clinique Axiom, basée à Aix-en-Provence, avec également un centre de dialyse. Donc aujourd'hui, nous voulons vous présenter notre démarche d'expérience patient à la clinique Axiom. Donc pour le pilotage de l'expérience patient, donc à la clinique Axiom, nous avons un comité qui est dédié, qu'on a appelé comité patient. Et dans ce comité, on discute des questionnaires de sortie, de ISATIS, des Merci Docteur, de Better Work, mais également de la méthode empathie.
Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser davantage sur la méthode empathie et ses avantages, à la fois pour le patient, pour le professionnel, mais également pour les équipes et pour la gouvernance. Donc, pour le déploiement de la méthode empathie, nous avons un suivi par trimestre, un suivi différent pour chaque expérience. Donc, le choix, il est proposé en comité patient et il est validé en commission des usagers. Donc, pour notre calendrier annuel, le premier trimestre, on avait fait la présentation en hôpital de jour. Le deuxième trimestre, on l'a fait en chirurgie. Le troisième trimestre va porter sur l'ambulatoire. Et le quatrième trimestre, nous allons déployer la méthode empathie en médecine cardiologie. Donc, la méthode empathie requiert également une certaine préparation en amont concernant dans un premier temps le choix du parcours. Donc là, on vous a pris comme exemple le parcours hôpital de jour. Le parcours qui a été choisi, donc c'est de l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie. Donc c'était un patient qui a été pris en charge en kétamine. Le profil du patient a été discuté en comité patient. Donc on était plutôt parti sur un patient âgé entre 45 et 55 ans. Et le choix du suiveur également. Donc là, pour cette expérience, c'était une aide-soignante en unité de soins continus et réanimation qui l'a fait. Nous faisons également un point avec chaque suiveur, ce qu'on appelle la charte du suiveur, où on a également des prérequis à respecter. Donc déjà, pour le choix du suiveur, il faut qu'on choisisse un professionnel qui est empathique, qui a le sens de l'écoute, mais également qui a une ouverture d'esprit. Et dans la charte du suiveur, nous lui recommandons également trois éléments qui sont fondamentaux, c'est-à-dire en fait écouter le patient, empathir avec ce qu'il nous dit et retranscrire. Et c'est grâce à ces retranscriptions que nous allons pouvoir euh, proposer en tout cas un plan d'amélioration. Donc, la date de réalisation de la méthode empathie, on l'avait fait le 23 mars 2025. Il y a également un volet communication qui a été fait. Donc, une affiche à destination des professionnels du service concerné, mais également une affiche à destination des patients. Le jour J, donc pour le jour J, on a la présentation du professionnel qui réalise le suivi. Donc, il se présente avec le patient. Donc, bonjour, je suis l'aide-soignante du service de réanimation. Je vais me charger aujourd'hui d'être votre, entre guillemets, votre ombre. Et avant de commencer la méthode empathie, on a ce qu'on appelle le recueil du consentement écrit, en tout anonymat également, et le début de l'expérience avec la méthode shadowing, c'est-à-dire on est son ombre, mais également on essaie de ne pas trop gêner, on essaie d'observer, on essaie vraiment d'être les yeux du patient et le plus important, c'est de ne pas divulguer d'informations médicales. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de ressortir les points positifs élaborés par le patient, mais également les points d'amélioration sur lesquels on peut travailler. À la fin de l'expérience, nous avons la réalisation d'un point avec le patient sur son ressenti positif et les éventuels accès d'amélioration. À la fin, nous faisons également un point à chaud avec le cadre du service concerné. Et à la fin, nous allons rédiger le rapport qu'on va présenter en commission des usagers. Et une fois que toutes les actions ont été validées, nous allons le diffuser auprès des équipes concernées. L'intérêt pour le patient. Donc, la méthode empathie, c'est une manière singulière d'exprimer la satisfaction patient. Elle instaure une certaine confiance et une certaine bienveillance lors des échanges. Échanger avec une personne physique permet de mieux comprendre les problématiques du service, d'un service spécifique et de valoriser les atouts et les points positifs de chaque patient. Comme vous le savez, la méthode empathie, c'est une manière assez originale de mesurer l'expérience patient parce qu'on sort un peu des questionnaires classiques avec des questions qui sont prédéfinies, que ce soit l'attente, que ce soit l'accueil, que ce soit la disponibilité du personnel. Donc, le patient, avec la méthode empathie, il a le sentiment d'être écouté et il a le sentiment de participer activement à l'amélioration de nos pratiques. Et la satisfaction, en fait, elle se mesure aussi à la fin de chaque expérience où l'ensemble de l'expérience patient qui a été fait. Donc, pour l'ensemble des méthodes qui ont été déployées à la clinique Axiom, les patients, ils demandent en fait à ce qu'on pérennise cette technique de recueil d'expérience. L'intérêt pour le service, pareil, donc on va être plutôt sur une autre manière de recueillir l'expérience patient. Elle va permettre de voir en direct le ressenti du patient avec l'impact de chaque échange. Et là, avec la méthode empathie, nous, on s'est rendu compte que chaque mot, chaque regard compte énormément pour le patient. Donc, tous les professionnels, nous pouvons chacun être en fait des lumières, entre guillemets, pour le patient. Et ça peut instaurer une certaine confiance et impacter positivement la confiance du patient et une meilleure appréhension de sa prise en charge.
Donc, par extension, la méthode empathie, elle permet également de prendre en compte des axes d'amélioration qui sont simples, mais et qui ne ressortaient pas dans l'analyse des questionnaires internes. Merci, docteur, ou encore Isatis. La méthode empathie, donc, au-delà de l'intérêt pour le patient, de l'intérêt pour le service, mais également, elle a un impact réel sur les pratiques professionnelles avec l'identification d'actions qui sont simples à réaliser. Donc là, on vous a mis en place, on vous a présenté deux actions, c'est-à-dire une affiche qui a été faite pour la réduction du bruit, notamment en hôpital de jour, où les patients qui sont venus pour une kétamine, en fait, ils ont besoin de ce confort, ils ont besoin d'avoir le minimum de bruit pour justement mieux récupérer et mieux comprendre toutes les informations qu'on les donne. Pour la dialyse, on a également une harmonisation du circuit de livraison des patients dialysés. Donc là, ça nous a permis également, donc on l'a abordé tout à l'heure, par rapport à l'anxiété. Donc là, nous, notre objectif, c'est de limiter au maximum l'anxiété des patients. Et avec cette mesure simple qu'on a mis d'harmoniser les heures de livraison pour chaque patient, ça les a permis non seulement de profiter, de passer du temps avec leur famille, mais également de faire d'autres activités annexes. On est donc avec la méthode empathie, on est également sur l'identification d'éléments qui ne rentrent pas dans un questionnaire classique, c'est-à-dire là, on est vraiment sur le ressenti du patient, mais également sur la confiance et la relation que le patient peut avoir avec chaque professionnel qu'il croise. La méthode empathie, donc, elle est au niveau de la gouvernance et au niveau de l'établissement, elle permet également de créer cette proximité avec l'aide de l'établissement avec ses patients. Donc, le patient, il se sent écouté, les professionnels du service concerné, ils se sentent impliqués dans cette démarche et le patient également, il peut nous proposer des axes d'amélioration qui répondent au plus, au mieux des besoins des patients. Et on a également une adhésion de l'ensemble des professionnels avec une stratégie d'analyse d'amélioration. Donc voilà, de façon très brève, ce sont les différentes thématiques sur les qu'on voulait partager avec vous et j'espère que la présentation va vous donner envie de déployer cette méthode qui nous permet en tout cas de mettre en place des actions qui sont simples à réaliser. Merci beaucoup. Un grand merci à Youn pour cette présentation et on voit bien effectivement, on va dire, la puissance de cette méthode empathie pour effectivement évaluer le vécu des patients. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que vous l'avez déployé par secteur d'activité et donc vous pouvez en tirer une finesse d'analyse et porter ensuite des actions d'amélioration. Un grand merci également pour les questions posées. On a essayé, je crois, d'y répondre au fil de l'eau. Je ne crois pas qu'on soit passé à côté d'une question. Si tel est le cas, je vous laisse encore quelques instants pour, pour les poser. Ce que je vous propose effectivement, c'est de remercier, en conclusion de ce webinaire, remercier chaleureusement les différents intervenants du jour, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'était notre deuxième webinaire consacré à l'expérience patient. Et on le sait, hein, finalement, il est important d'avoir des outils de mesure pour envisager ensuite de progresser parce que, évidemment, il faut évaluer pour ensuite avoir une photographie et identifier les principaux axes d'amélioration. On l'a vu, hein, les méthodes sont diverses, elles sont complémentaires, et il faut les mobiliser de manière différente en fonction effectivement de l'objectif poursuivi. Les méthodes sont soit quantitatives, soit qualitatives, et donc c'est pour ça qu'il est important de les croiser pour ne pas se cantonner à une approche purement quantitative et d'avoir évidemment une vision qualitative. Et je pense effectivement qu'il est important, en tout cas en message clé à retenir également, c'est que effectivement on ne peut pas réduire une démarche d'expérience patient au recueil, au simple recueil du vécu du patient. C'est la première étape et c'est une étape qui, vous l'avez vu, mobilise et doit mobiliser l'ensemble des parties
prenantes internes, les professionnels, les directions, les patients, les représentants des usagers, les membres de la CDU aussi. C'est une manière de mobiliser la CDU sur d'autres enjeux que la gestion des plaintes et réclamations. Et effectivement, ce recueil du vécu du patient, de l'expérience patient, bah, il est intéressant dès lors qu'on analyse le contenu recueilli et qu'on en formalise un plan d'amélioration qui est ensuite évalué au fil des mois et des années. Et ça sera justement l'objet du troisième webinaire que nous vous proposons vendredi prochain, même lieu, même heure, 13h, 14h. Et ce troisième webinaire qui viendra clore cette première édition de la semaine de l'expérience patient de l'hospitalisation privée va s'attacher justement à évoquer, au-delà du recueil, les plans d'action qui sont construits en co-construction entre établissements RU. On aura des retours d'expérience de patients, on aura une représentante des usagers, une patiente experte, et vous aurez effectivement l'intervention de France Assos Santé, de 3 établissements en MCO, en santé mentale et en SMR qui viendront vous raconter effectivement leur démarche, le plan d'action mis en œuvre et tous les bénéfices qu'ils en ont tirés pour améliorer leurs organisations. On vous espère tout aussi nombreux vendredi et d'ici là, je vous souhaite de supporter cette canicule au mieux. Et je vous dis à très bientôt et encore un grand merci aux intervenants pour tout votre partage d'expérience.